Monsieur Idriss Mohamed, bonjour. Merci d'avoir accordé à Al-Comoria cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Premièrement, nous voulions recueillir votre réaction sur l'actualité, sur ce qui se déroule actuellement sur l'île de Mayotte, l'opération menée par Gérald Darmanin qui consiste à détruire des bidonvilles et raccompagner ceux qui sont considérés comme des clandestins aux Comores. Quelle est votre réaction, monsieur Idriss Mohamed? Je pense qu'il faut distinguer deux dimensions dans l'opération. Il y a la dimension fondamentale qui est politique et qui est que la cause de toute cette situation, c'est la colonisation. C'est le maintien de Mayotte sous administration française. Donc la question de fond, c'est l'indépendance inachevée. Maintenant, il faut bien voir que de 1975 à 1995, malgré la séparation, les Comoriens pouvaient circuler librement dans les 4 îles. Il n'y avait pas de problème. Est intervenu le visa Balladur en 1995. Ça a envenimé les choses. Et la situation qu'on vit aujourd'hui, qui est inacceptable à Mayotte. On ne peut pas accepter la situation qui est à Mayotte. Mais c'est le résultat de la politique coloniale française à Mayotte. Je pense que l'aspect principal sur l'insécurité vient de la jeunesse délinquante aujourd'hui. Et là, ça souligne très très bien la responsabilité française. Et qu'est-ce qu'ils pensaient par rapport à ces jeunes qui ont été délaissés, nés à Mayotte ou étant arrivés très tôt à Mayotte, laissés à l'abandon, les abandonnés dans les rues, éduqués dans les rues, vivant de caracara, plus ou moins, et maintenant devenus adultes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Mais est-ce que vous entendez la détresse, le cri de détresse des Mahorais qui estiment que la situation n'est plus tenable pour eux, étant donné que l'insécurité a atteint des records et que même les enfants qui vont à l'école doivent être accompagnés par des militaires, enfin des forces de l'ordre? Mais c'est ce que j'étais en train de dire, en montrant que la situation est intenable, inacceptable à Mayotte. Mais la première chose, c'est de situer la responsabilité. Pourquoi ça? Mayotte a un PIB 10 fois supérieur à celui des autres îles. Dans les autres îles, ça va, il n'y a pas ce genre de choses. Il y a des bidonvilles, d'accord, mais on n'est pas dans une situation d'insécurité comme elle est à Mayotte. Et cette insécurité vient d'où? De ces jeunes-là principalement. Qui, bébés, sont laissés dans les rues parce que leurs parents ont été expulsés, ils sont restés, ils n'ont pas de famille, etc., etc. Donc ce qu'ils font est absolument inadmissible, mais c'est les résultats du... Et quelle est la solution que vous proposez, que vous préconisez, afin de mettre fin à cette situation? Maintenant, moi je ne crois pas du tout que c'est la solution de la force qui permet de régler ça. Moi je pense que le visa Balladur est venu envenimer les choses. L'opération Wambushu va atteindre d'autres sommets dans la violence. Et parce qu'en fait c'est ça, c'est cette violence qui appelle la violence. Donc si les Français comprenaient que en fait, malgré les 45 ans et quelques de séparation, Mayotte est restée comorienne. Parce que ce n'est pas une question de conflit territorial, mais c'est une question de colonisation, d'indépendance inachevée. Et quelles que soient les circonstances, tant que cette indépendance ne sera pas complète, il n'y aura pas de stabilité ni à Mayotte ni dans les autres îles. Et en ce qui concerne, je m'excuse de vous interrompre, en ce qui concerne la réaction du gouvernement comorien, ils ont décidé de stopper, mais d'une manière indirecte, les reconduites à la frontière. Est-ce que cette manière indirecte, non assumée de procéder est digne d'un État qui a des relations avec la France et qui peut dire que ce genre d'opération ne nous correspond pas de manière directe, sans se cacher? Vous avez la réponse est dans votre question. C'est pas possible. Mais cela souligne aussi le fait que le gouvernement comorien a capitulé sur cette question, spécialement à Zali. Donc c'est des complices de cette situation. D'ailleurs, on dit même qu'ils négocient ça moyennant finance. Ce qui a permis à
un soi-disant journaliste de dire que ce genre d'État se menace ou s'achète. Donc il faut bien voir que Donc vous êtes contre l'accord qui a été signé en 2019 entre la France et les Comores, l'accord de partenariat pour le développement. Dans mon blog, un article spécialement dédié à cet accord en 2019 et je l'ai critiqué à fond. Est-ce que vous pouvez expliquer justement les raisons, les motifs qui font que vous êtes contre ce genre d'accord de partenariat entre deux pays qui sont partenaires, qui ont des accords? Qu'est-ce qui cloche dans cet accord pour que les gens puissent comprendre? Ce n'était pas un accord entre deux États qui discutent sur le fond de la question. C'était la France qui a imposé ses vues sur la question, en obligeant, par exemple, en créant une unité spéciale dite garde-côte pour empêcher les Kwassa d'aller à Mayotte, en obligeant l'État comorien à être auxiliaire de la répression qui est faite, etc. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un accord. Un accord, c'est deux pays qui discutent, chacun défendant ses intérêts, ils arrivent à trouver des compromis. Non, c'était un... Et c'est comme ça. Les relations entre l'État comorien et l'État français a toujours été dirigées, gouvernées par la loi du plus fort. Et donc la France impose ses vues, impose ce qu'il veut. En ce qui concerne le gouvernement comorien, quelles décisions souhaitez-vous qu'il prenne en représailles, ou si on peut dire, à cette opération qui se déroule actuellement sur Mayotte? Tous les collectifs sont d'accord sur une chose: il faut interdire les navires et avions qui transportent des expulsés. Ils ne doivent pas pouvoir toucher les Comores. Voilà la première chose. Maintenant, cette décision-là va gêner beaucoup la France, va aiguiser la contradiction et doit obliger les gens à négocier réellement. Parce qu'il faut bien voir que la France l'a dit à plusieurs reprises, que Mayotte est française, c'est fini, il n'y a rien à dire dessus. Eux, ils disent qu'on peut discuter, mais pour une collaboration régionale, que nous sommes vos voisins, etc. Non, non. Il faut que la France comprenne que la question de fond est là. C'est une question d'indépendance inachevée. Tant qu'elle ne sera pas achevée, il y aura toujours des problèmes. Donc la question est de voir et comment on s'assoit pour trouver une issue paisible, juste, pour arriver à surmonter définitivement cette... Mais justement, côté comorien, il semble que vous ne proposez pas, en tout cas les leaders, de mesures concrètes pour justement un plan concret. C'est ce que souvent les Mahorais reprochent, un plan concret pour régler le problème. À part la suppression du visa Balladur, est-ce que la suppression du visa Balladur sera la panacée qui va régler tous les problèmes de Mayotte? Supprimer le visa Balladur, c'est détendre l'atmosphère. Ce n'est pas une solution à la question. Nous, comité Mahorais, il y a quelque temps déjà, c'est avant que Sambi vienne au pouvoir, on avait proposé une solution en disant qu'on pourrait négocier et mettre en place un système, un État, deux administrations. Et on a réussi à faire admettre cette position par Sambi. Sambi l'a présenté. Et les Français ont dit, mais vous rigolez, Mayotte c'est la France, c'est un point entrée. Donc, et nous on avait proposé ça en pensant qu'il faut négocier sur cette lancée-là, de sorte à ce qu'on a un État, c'est l'État comorien. Parce que Mayotte est comorienne, et il n'y a rien à dire dessus. Mais il faut qu'on trouve une façon d'arriver à l'unité. Donc Mayotte serait gérée ou administrée par la France et les Comores, et les Comores, enfin la partie indépendante, serait uniquement gérée par les Comores. Maintenant, il y a tout un ensemble de mesures à faire. Parce que, et c'est ce que nous avons toujours dit, nous ne voulons pas que Mayotte vienne nous rejoindre dans la misère et la dictature. Non, nous voulons que la Mayotte nous pousse vers l'avant. C'est-à-dire qu'on élève le niveau de vie des trois îles, on arrive à un État démocratique, et comme ça, on peut surmonter tous les faux... À l'heure que nous parlons, il y a une délégation russe qui est en visite aux Comores, qui a été reçue par le ministère des Affaires étrangères. N'est-ce pas une manière pour les Comores d'indiquer à la France que d'autres partenaires existent sur le plan international? Et souvent, les Russes
aborde cette question de Mayotte, des fois, même de façon plus virulente que les Comores, étant donné que c'est Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, évoque ce sujet, alors que la diplomatie comorienne l'a totalement abandonné auprès des instances internationales. Quelle position avez-vous sur on va dire, cette opération de séduction des Russes envers notre pays? En premier lieu, les relations entre les Comores et la Russie ont toujours existé et il y a eu des visites et des accords. Maintenant, étant donné le contexte international, cette visite est mise en épingle parce qu'on voit bien que la faillite de la politique française en Afrique a ouvert des voies à d'autres puissances qui se faufilent. D'ailleurs, on dirait même que pour l'Occident, nos pays ne peuvent pas être indépendants. Soit ils sont sous la coupe française, soit sous la coupe russe. Non, ces choses ne se passent pas comme ça. Donc pour moi, je trouve que c'est de la propagande qui est faite, qui s'intègre dans le combat entre l'Occident et la Russie. Et donc on veut aussi l'utiliser pour manipuler les Comoriens en leur disant « Attention, vous voyez bien que c'est la Russie qui est derrière. » Non. De toute façon, tout le monde sait que nous bataillons pour notre souveraineté. Nous ne pouvons pas accepter que la souveraineté d'autres soit bafouée. Nous subissons depuis toujours la loi du plus fort. Maintenant que Mais n'est-ce pas un moyen de trouver des alliés sur le plan international et de remettre, on va dire, à l'ordre du jour la question de Mayotte, par exemple aux Nations Unies, qui a été retirée depuis quelque temps, pour que justement cela pousse la France à s'asseoir à la table de négociation? Mais c'est le pouvoir politique comorien, ceux qui dirigent les Comores, qui, en fonction de la situation, décident des orientations qu'ils prennent. Je ne vais pas dire, moi, qu'il faut suivre telle ou telle voie. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait des négociations. Donc vous n'êtes pas pour la remise à l'ordre du jour de la question de Mayotte aux Nations Unies? Nous nous battons dessus depuis longtemps. Mais ce n'est pas en passant par la Russie. Nous nous battons depuis. Depuis 1995, nous avons toujours dénoncé le fait que la question de l'île comorienne de Mayotte ne soit plus débattue, mais soit mise à l'ordre du jour provisoire. Parce qu'elle n'a pas été supprimée, il faut bien le dire ça. Elle n'a pas été supprimée, mais c'est parce que les Comoriens acceptent qu'elle ne soit pas remise à l'ordre du jour. Eux, ils argumentent en disant qu'ils sont en train de discuter avec les Français et que si ça passe à l'ordre du jour, ça va créer des problèmes. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas... Et nous, on a toujours dit que ce dialogue franco-comorien uniquement sur la question de Mayotte ne peut pas se faire bilatéralement. Mais justement, il n'y a-t-il pas besoin de grandes puissances qui ont un poids au niveau du Conseil de sécurité? Parce que la France a le droit de veto, en 1976 l'a utilisé, pour ne pas avoir de résolution contraignante contre la France sur son occupation de Mayotte. Aujourd'hui, ne faut-il pas des soutiens de poids comme la Chine, sans faire de fixation sur la Russie, la Chine et d'autres, étant donné qu'à l'heure actuelle, la Chine joue un rôle sur le plan international, a réussi à réconcilier l'Iran et l'Arabie Saoudite. N'est-ce pas un moyen, on va dire une opportunité pour les Comores d'avoir recours à ces grandes puissances pour pouvoir ramener la France à la table des négociations, puisque vous dites vous-même que lorsqu'il y a des négociations bilatérales, la France appuie et fait ce que bon lui semble. Quelle est votre position dessus? Ma position, elle est très simple. Nous ne voulons pas être les jouets des batailles des grandes puissances. Donc moi, je ne pose pas du tout les questions comme ça. Quand nous parlons de présence d'autres dans les négociations, on parle de l'Union africaine et de l'Assemblée générale de l'ONU. Maintenant, bien évidemment, s'il y a des pays qui veulent nous soutenir, on ne va pas dire non. Mais moi, je suis mal placé, je ne suis pas au pouvoir, je n'ai pas toutes les cartes en main pour dire appuyons-nous sur un tel parce qu'il nous propose tel et qu'on ne va pas être sous sa coupe. Parce que c'est aussi cela la vraie question. D'accord? Il ne s'agit pas de chasser les Français et de faire venir les Russes ou les Chinois ou d'autres. Nous voulons l'indépendance de notre pays, notre souveraineté. C'est ça notre optique. Donc cette souveraineté s'obtiendra par la négociation, mais
On dit que s'il y a uniquement la France et les Comores dans cette discussion-là, la puissance de la France est tellement forte qu'elle va imposer ses vues. Mais s'il y a d'autres pays dedans, ça peut changer les... Il fut un temps, le gouvernement comorien utilisait, on va dire, d'autres moyens pour attirer la population mahoraise vers l'adhésion aux Comores, comme le fait de nommer un ministre. Par exemple, à l'époque d'Ahmed Abdallah, le ministre des Affaires étrangères était mahorais, Saïd Kafé. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de mesures symboliques comme celle-ci qui est entreprise. Mais je comprends tout ça, mais excusez-moi, nous, on souligne que les gouvernants comoriens ont capitulé petit à petit et même n'en parlent même plus. Si vous regardez dans les discours des dirigeants comoriens aux assemblées générales de l'ONU, à un moment donné, on en parlait beaucoup. On en est venu à 1 ou 2 paragraphes. On en est venu à un paragraphe seulement. Maintenant, c'est une phrase. Donc, il ne faut pas me parler de la capitulation des gouvernants comoriens. Donc, ça, c'est une chose sur laquelle nous luttons. Nous sommes contre la politique capitulaire du régime. Et nous le dénonçons. Nous, on avait demandé, à un moment donné, parce qu'on avait obtenu que l'Assemblée générale, je crois que c'était en 2005, que l'Assemblée fédérale adopte une résolution réclamant la réintégration de Mayotte. Et on avait demandé qu'il y ait, même au sein de l'Assemblée, les chaises vides, mais où on écrit Maoré, pour symboliser leur absence. Mais on ne nous a pas entendus. Nous nous sommes aussi battus pour qu'il y ait un vice-président mahorais, mais même on a gagné parce qu'on a été devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle nous a donné raison, mais ça n'a pas été appliqué. Lorsqu'il y avait la dernière tournante, nous on voulait que ça aille à Mayotte, ça n'a pas marché. Donc nous luttons, comme nous le voyons, mais nous ne sommes pas responsables de ce que fait le gouvernement. Ce gouvernement, nous le critiquons. Donc je n'ai pas à répondre sur sa politique. Mais justement, lorsqu'on parle de la classe dirigeante comorienne, ce n'est pas seulement le gouvernement, puisque ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui sont ceux qui étaient au pouvoir hier. Et par exemple, le fait que j'ai parlé des gouvernants successifs, mais particulièrement celui-ci. Tout à fait. Et par exemple, aucune mesure n'a été, on va dire, mesure judiciaire, n'a été entreprise pour contester par exemple, l'accord cadre, comme vous l'avez fait à votre époque contre les décisions du gouvernement auprès de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour suprême n'a pas été saisie par aucune formation politique comorienne, ni la société civile, pour dénoncer ce genre d'action. Est-ce que ce n'est pas une manière de laisser le champ libre au gouvernement actuel et ensuite blâmer, puisque on va dire, le gouvernement fait à peu près ce qu'il veut, puisque les autres formations politiques lui ont laissé le champ libre. C'est clair que les autres formations politiques lui ont laissé le champ libre. Mais nous nous sommes battus pendant un moment pour que l'État comorien poursuive Balladur et la France pour crimes contre l'humanité. Parce que les Comores étant reconnus internationalement comme un pays de 4 îles, lorsqu'on déplace par la force des gens de Mayotte vers les autres îles, on commet un crime contre l'humanité. Mais cette bataille-là n'a rien donné. Je signale que la procureure de la CPI, de sa propre initiative, elle intervient en Ukraine pour aller chercher des éléments. Mais alors que la France lui fournit les éléments, puisque la France avance tous les ans le nombre de déplacés. La dernière année, c'était 27 000. Et cela ne touche pas. Cela ne touche pas. Donc il faut peut-être penser aussi que tout en continuant ce combat, mais on a de moins en moins confiance en ces gens. Et justement, nous avons une forte communauté comorienne en France, beaucoup de jeunes franco-comoriens. Durant cette opération à Mayotte, nous voyons que la plupart des associations
qui montent au créneau sont des associations non comoriennes, comme la Ligue des droits de l'homme, etc., qui se battent pour les droits de ces Comoriens. Quel message avez-vous à passer à la communauté comorienne, surtout aux Français d'origine comorienne, qui sont constitués en diverses associations ici, mais qui ne réagissent pas à la question? D'abord, je pense que ce n'est pas totalement vrai, puisque le collectif Stop Wambushu à Mayotte est principalement animé par des jeunes ayant la double nationalité. Donc ce n'est pas complètement vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'audience est faible. Les jeunes ne se mobilisent pas réellement. Mais cela traduit aussi le fait que la situation mondiale, je veux dire, fait que les idées progressistes baissent. Et chaque fois qu'il y a eu des situations où on a vu des jeunes se mobiliser, comme en 2019, où il y avait d'immenses manifestations à la République, mais beaucoup de jeunes s'étaient mobilisés, mais ils ont été déçus. Donc moi, si je devais dire quelque chose à ces jeunes, c'est de leur dire que mais c'est à vous de chercher et de trouver les voies. C'est à vous d'étudier l'expérience révolutionnaire du peuple comorien et d'en tirer tous les enseignements. C'est ce que nous avons fait à leur âge. Donc quand le PASOK partait dans les choux, donc nous on l'a compris et on a engagé le combat. Et c'est ça qui a fait que après 5-6 ans, le Front démocratique est né et a incarné la lutte du pays. Donc il ne faut pas que les jeunes pensent que le salut viendra d'ailleurs, mais le salut viendra d'eux. Justement, en parlant de relais et d'héritage, vous avez passé le relais pour le comité mahorais. Quel jugement portez-vous sur l'équipe actuelle et sur le travail qui est mené à l'heure actuelle par la nouvelle équipe? Étant donné que vous êtes devenu synonyme du comité mahorais, lorsqu'on parle du comité mahorais, on parle de vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont attaqué en pensant que j'étais moi le responsable des décisions qui avaient été prises. Non, moi je suis loin et je ne veux pas donner une appréciation qui ne serait pas totalement fondée. Bon, je sais que la situation n'est pas simple, parce que comme la mobilisation de la population sur cette question est faible, cela cela affaiblit ce combat, c'est ce qui est normal. Non, moi je crois que ce qui est important, c'est que la jeunesse du pays ne se laisse pas prendre. Je crois qu'il y a une pratique des institutions spécialisées dans l'aide au développement, PNUD, etc., qui font que, en fait, ils font tout pour que tout jeune qui émerge et qui voudrait faire quelque chose, il l'accapare. Il l'accapare. Il lui fait entrer dans des associations, jeunes diplomates, jeunes leaders, etc. Il leur donne des visas, des visites dans certains pays pour assister à des manifs. Donc il leur enlève tout ce côté subversif qu'il y avait dans leur... Moi j'ai été frappé qu'en 2016, l'organisation Goshao a été observateur des élections. Comment peut-on être observateur de son destin? Donc en fait, il faut bien que aussi les jeunes comprennent tout ce qui est fait pour qu'ils ne s'éveillent pas. Il y a aussi un travail qui est fait pour faire avancer la société civile. On chante la société civile. C'est un nouveau concept transformé qui a été mis en avant par ces organisations-là pour détourner du combat. Parce que les gens vont penser, ah ben on va faire des rues, on va, etc. et ça va changer. Ça change quoi? Oui, ça change un peu. Mais c'est pas ça qui va changer la situation. Et pour revenir sur la question de Mayotte, quel message adressez-vous aux Mahorais et surtout à leur élite politique qui souvent vous cite lorsqu'ils remettent en question les positions comoriennes? Souvent vous êtes pointé du doigt, comme s'il n'y avait pas d'autres personnes qui revendiquaient Mayotte autre que vous. Quel message avez-vous à transmettre à cette élite politique mahoraise? Et ne serait-il pas temps, dans des moments cruciaux comme ceux que nous vivons, que l'élite politique mahoraise et les cadres, les leaders politiques du reste de l'archipel des Comores s'assoient sur la même table et autour de la même table et discutent directement sans passer par les autorités françaises? Il y a élite et élite.
Il y a l'élite de ceux qui se battent pour que Mayotte s'ancre définitivement dans la République française. Je ne crois pas qu'il est possible, avec ces gens-là, d'avancer dans quoi que ce soit. Vous pensez qu'il ne peut pas y avoir de dialogue avec Mansour Kamardine, Estelle Youssouffa? Moi, j'ai mené des débats avec Mansour Kamardine. Même j'ai participé à un débat qui avait eu lieu à la Cour des Grands, qui est une émission de Mayotte Première. Donc j'ai discuté avec lui. Mais je me rends compte qu'en fait, il y a un blocage, on ne peut pas avancer. Maintenant, à Mayotte, il y a l'élite de ceux qui veulent, qui voudraient se battre pour l'unité. Figurez-vous que pour Wambouchou, il y a 5 mairies qui ont refusé que les bangas de leur commune soient écrasés. Et ils subissent une pression inimaginable. Donc je pense qu'il faut aussi se rendre compte d'une chose, que si l'élite qui est pour l'unité ne s'exprime pas, c'est à cause de la terreur qui règne à Mayotte pour tous ceux qui ne veulent pas parler, qui ne s'insèrent pas dans la ligne. Et ça a toujours été comme ça. En 74-75, c'était pareil. Il y avait les Fandampanga, et il y avait les Soroda qui avaient fait ça. Maintenant, attendez, laisse-moi terminer parce que il y a maintenant quelque chose qui émerge à Mayotte. Il y a de plus en plus de jeunes, des intellectuels, des artistes, qui disent qu'il y a la culture mahoraise, que cette culture est piétinée. Donc ça, c'est une façon d'exprimer, mais en tenant compte de la réalité, parce qu'on ne peut pas non plus prendre des risques. Justement, étant donné que vous avez parlé des Mahorais qui étaient pour l'unité de l'archipel, on se souvient qu'il y avait un mouvement, les Serrer la main, et il y avait même une personnalité comme Youssouf Moussa, du Front démocratique justement. Ils avaient créé un FD à Mayotte, le Front démocratique à Mayotte, etc. Est-ce que ces personnalités-là, toutes ces structures-là qui existaient à l'époque de militants, ne serait-il pas temps de les réactiver, de leur donner de la force, ou quels sont les voies et moyens de pouvoir avoir de nouveau cette voix qui était portée à Mayotte, une voix dissonante dans le débat public à Mayotte? Au moment de l'indépendance, il y avait effectivement les Serrer la main qui étaient pour l'unité et l'indépendance et le MPM qui voulait demeurer dans la France. Mais les groupes paramilitaires du MPM, les Soroda et les Fandampang ont fait qu'ils ont éliminé les Serrer la main. Donc nous, lorsque le Front démocratique, nous l'avons créé, nous avions une fédération dans chaque île, y compris à Mayotte, et qui a été dirigée par Youssouf Moussa, et il y avait d'autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les membres du Front démocratique, qui étaient des fonctionnaires, surtout des enseignants, etc., mais ils ont été affectés au Pacifique, et finalement, petit à petit, le Front démocratique s'est vraiment affaibli. Aujourd'hui, nous avons une section, nous au Combos, c'est une nouvelle organisation qui est en train de naître. Nous avons des gens à Mayotte, mais ils ne peuvent pas sortir de l'ombre, parce que sinon ils se font massacrer. Donc en fait, la question qu'il faut voir, c'est qu'à Mayotte, il n'y a qu'une voix. Je vais aussi vous donner une info. En 2009, lorsqu'il y avait la campagne pour le référendum, pour la départementalisation, il y a une délégation du Parti communiste français qui est allée à Mayotte. Ils n'ont pas pu parler. Ils ont dû être défendus par la police française pour qu'ils puissent partir sans être amochés. C'est vous dire l'ambiance qu'il y a là-bas. C'est vous dire qu'en fait, quand tu entends Estelle Youssouffa dire qu'il faut exterminer cette vermine dans une chaîne française, est-ce que ça ne vous rappelle rien? Les 1000 collines ne sont pas loin. Et je crois que c'est ça qui est le plus dangereux maintenant. C'est que qu'il y ait des affrontements intercommunautaires, avec même un génocide en perspective, comme ça s'est passé à... D'ailleurs, il y a un vice-président du Conseil général qui a appelé à tuer les enfants. Voilà un autre exemple. Donc moi je pense que la vraie question, c'est que il faut que la France comprenne que nous avons affaire à une question coloniale, que la question coloniale n'est pas achevée.
Parce que l'indépendance des Comores n'est pas achevée. La France est une grande puissance. Il peut, une grande puissance, une moyenne puissance qui joue à la grande puissance. Et donc, elle peut bafouer, piétiner la charte de l'ONU, les résolutions de l'ONU. Mais c'est pas ça qui va faire que la question va être résolue. On sait depuis longtemps que la répression contre un bouc émissaire ne permet pas de résoudre les problèmes sociaux et politiques. Sinon, la France serait paisible. Il n'y aurait pas les zones où la police ne peut pas entrer. Très bien. Nous arrivons à la fin de cet entretien. S'il y a des sujets que j'ai omis d'aborder, je vous laisse 2 minutes pour conclure et nous vous remercions pour cette occasion. Oui, moi je voulais dire deux choses, ajouter deux choses. La première, c'est comment peut-on imaginer que c'est par amitié pour les Mahorais que la France se maintient à Mayotte. Parce que lorsque on entend les extraits du SPA, ils se sont battus ou ils ont décidé de... Est-ce qu'on peut penser que... Est-ce qu'en étant raisonnable, on peut penser ça? Tout le monde sait que les États fonctionnent à partir de leurs intérêts. Et les intérêts français à Mayotte et aux Comores sont énormes. Ne serait-ce que ce qu'on a découvert récemment, le pétrole. Mais je laisse les gens penser puisqu'on n'a pas trop le temps de... Non, mais on peut aborder cet aspect-là puisque effectivement Total est en train d'exploiter le pétrole au Mozambique et que la France est clairement positionnée pour pouvoir faire de Mayotte sa base arrière, la base de repli des activités de Total dans le canal du Mozambique et que cela pose aussi un problème sur le tracé des frontières étant donné que les frontières maritimes ne sont pas clairement définies, les contours sont toujours flous. Et justement, quelle est votre position dessus et quelle attitude devrait prendre les Comores, l'Union des Comores, non pas seulement le gouvernement, mais en tant que nation, quelle attitude devrait adopter l'Union des Comores sur cette question-là, des hydrocarbures dans le canal de Mozambique? Eh bien, il n'y a pas que le pétrole. D'accord? Donc c'est les citer parce que c'est le plus visible et le plus important. Mais il fut une époque où l'importance stratégique, parce que les batailles marines exigeaient d'avoir des ports et des lieux de sécurité et que le lagon de Mayotte est un lieu de sécurisation des navires très simple. Il y a aussi la position ça c'est la position géostratégique. Ce qui permet de contrôler cette partie, de contrôler tous les passages sur le canal du Mozambique et même ceux qui passent de l'autre côté et qui vont dans l'océan Atlantique. Donc ça, c'est cette position stratégique, on en parle depuis longtemps. Mais il y a un côté, vous savez on dit que la France a installé sa base d'écoute de tout l'océan à Mayotte. Pourquoi? Parce que la position de Mayotte permet d'avoir des contacts avec des satellites bien positionnés, de sorte à ce qu'il y ait une certaine stabilité dans la collecte des informations. Tout ça, c'est des éléments. Donc moi, je voulais surtout dire que je voulais réfuter la position de ceux qui veulent dire que Mayotte est française parce que la France les aime ou parce qu'ils se sont battus pour être français. S'il suffisait de se battre pour que la France accepte l'intégration des partis ou ne pas les intégrer, mais si tenait compte des avis des populations, ça fait longtemps que la Corse aurait été au moins consultée. Et les Kanaks? Les gens, enfin, je parle de la Corse, les Kanaks l'ont été, mais frauduleusement, on pourra venir dessus. Mais je parle de la Corse, malgré un combat de plusieurs années, et un combat militaire avec beaucoup de morts, ils n'ont jamais été consultés. Pourquoi est-ce que Mahorais a été consulté? Parce que la France voulait, mais qu'ils ne pouvaient pas l'avaler sans chercher à donner au monde même une impression. D'où la multiplicité des consultations. Mais on sait aujourd'hui que ces consultations, quand un grand pays organise des consultations dans une partie d'un territoire de notre pays, on sait ce que cela représente puisque ça s'est fait en Europe. Donc les gens ont découvert. Nous, c'est chez nous, quand on les disait, on se moquait de nous. Donc il y a
Donc il y a cette question. Mais justement, sur le point de vue historique, souvent on entend, comme la députée Estelle Youssoufa, qui ne cesse de répéter qu'avant la colonisation, Mayotte n'avait aucun lien avec les autres îles. Pourtant, d'un point de vue historique, tous les historiens démontrent qu'il y avait des liens, que souvent Mayotte a parfois été une dépendance d'Anjouan, que certains sultans d'Anjouan ont protesté dès la vente de Mayotte à Passo par Andrian Ansoul. Ils ont écrit pour protester en signant du nom de sultan des Comores, c'est-à-dire qu'il y avait une conscience nationale déjà en 1843. Et pourtant, on n'entend jamais la partie comorienne répondre sur cet aspect historique, cette falsification de l'histoire qui est souvent menée par les Mahorais. Mais nous, on répond, mais on ne nous entend pas, parce qu'on ne nous donne pas la parole. Mais nous avons montré à plusieurs reprises que lorsque la France est venue à coloniser les Comores, elle a trouvé une nation déjà constituée, avec tous les ingrédients d'une nation, la langue, la religion, la culture, etc. Dans les 4 îles, une nation qui était homogène dans les 4 îles. Donc ils ont trouvé ça. Et cette réalité s'est imposée à eux. Pendant toute l'époque coloniale, ils ont toujours adopté le même statut pour les 4 îles. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'ils sont venus, lorsque la France est venue coloniser les Comores, il y avait un processus de création d'un État-nation. On ne doit pas oublier que les États-nations, même en Europe, c'est au XIXe siècle. Donc c'était un processus en cours et qui s'exprimait par les éléments que vous avez cités. Mais donc la France a cassé cette situation-là. Mais en ayant continué à considérer l'ensemble comorien des 4 îles et à lui donner la même statut, elle a aussi un peu contribué à ce que notre unité se renforce. Et au moment où de l'indépendance, c'est là où il vient casser parce qu'il veut autre chose. Donc lorsque Estelle Youssoufa dit que Mahorais n'a jamais été comorien, c'est un non-sens. Comment la capitale des Comores, Dzaoudzi, une ville de Mayotte, pendant plus de 50 ans, et on veut dire qu'il n'a jamais été comorien? Pendant plus de 100 ans, on a été sur le même statut. Et on n'est pas. Lorsqu'il y a eu la consultation de 1974, c'était bien dit. Une question. Êtes-vous d'accord pour que le territoire des Comores devienne indépendant ou pas? Et le territoire des Comores, c'est le territoire d'outre-mer français, donc qui est composé des 4 îles. Donc tout ça, c'est des manipulations historiques qui sont faites à bon escient. Mais comme en face, et c'est là où je reviens et qu'il faudrait comprendre, c'est que bien sûr qu'on a raison de nous indexer parce qu'on n'arrive pas à ceci, on n'arrive pas à cela. Oui, nous avons une responsabilité. Mais notre responsabilité à nous, c'est de n'avoir pas réussi à ce que ce soit un gouvernement patriotique qui dirige le Congo et qui lui serait capable de prendre des décisions. Comment voulez-vous que des vassaux discutent avec leur maître sur des questions comme des frontières, etc. etc. Mais les frontières dans cette zone, c'est les frontières entre les Comores, la Tanzanie et Madagascar. Ce n'est pas la France. Et justement, comme on aborde l'aspect historique, pour conclure, il y a aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un travail de la part de la partie comorienne pour apaiser les tensions, reconnaître que certaines erreurs ont été commises, comme le fait de déplacer toute l'administration à Moroni sans rien laisser à Mayotte, sans tenir compte de l'équilibre des îles? Est-ce que les dirigeants comoriens de ce temps-là, même si c'était avec l'aval du colon, ont commis des erreurs qui ont par la suite contribué à la séparation, à la division, et dont s'appuient les populistes mahorais aujourd'hui pour diviser encore plus l'archipel? Est-ce qu'il ne faudrait pas reconnaître un peu? Mais c'est ce que je dis. Si on avait un État, un gouvernement, beaucoup de choses pourraient être faites pour essayer d'avoir les apaisements qu'il faut, etc. Mais on n'a pas, donc on peut toujours rêver. Mais vous, d'un point de vue personnel, vous reconnaissez qu'il y a eu... Ça me permet de revenir sur cette question de capital.
Mais le déplacement de la capitale de Dzaoudi vers Moroni, c'est une décision de la France. Et en même temps, ça correspondait à une réalité que Dzaoudi, l'îlot, est trop petit et que l'administration du territoire devenant de plus en plus important, ils ont déplacé la capitale vers l'île la plus importante, bien sûr la plus grande. Bien sûr que ceux d'Ngazija ont applaudi et ont soutenu. Mais ce n'était pas eux, cette décision-là. La meilleure preuve de ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas Dzaoudi qui est la capitale de Mayotte. Ils l'ont déplacé vers Mamoudzou, vers Grande Terre, parce que c'était trop étroit. Déjà, ils sont en train de se rendre compte que Mamoudzou est trop étroit. Donc, c'est des questions de bon sens qu'il faut expliquer et comprendre. C'est tout. Maintenant, ça a été mis en épingle par le mouvement populaire mahorais pour saborder notre unité. Et c'est de bonne guerre. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a les Comores qui ne défendent pas leurs intérêts et la France qui défend ses intérêts face à des capitulats. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cet entretien.